L'invité de ce Smart Impact, c'est Mathieu Bonhomme. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir, de vous rencontrer. Vous êtes auteur de bande dessinée. Vous publiez la longue marche de Lucky Luke. C'est aux éditions Lucky Comics. Vous avez publié trois Lucky Luke en une dizaine d'années. Déjà, comment vous vous êtes retrouvé à avoir cette chance de croquer un personnage aussi mythique ? Oui, j'ai beaucoup de chance d'avoir eu l'occasion de pouvoir faire ça. Lucky Luke, c'est un personnage qui m'accompagne depuis ma petite enfance. Et j'ai mis beaucoup sur lui quand j'étais petit. Je le prenais un peu pour un grand frère ou quelqu'un qui m'accompagnait vraiment. Et c'est un personnage qui était très important dans mon parcours d'auteur de bande dessinée. Et puis, il y a quelques années, j'ai proposé aux éditions d'Argo, qui s'occupent de la marque Lucky Luke, de participer à cette série et de faire une interprétation à ma façon. Et ça n'a pas été fait en un claquement de doigts, mais l'idée a fait son chemin. Et puis, j'ai pu comme ça commencer une première aventure qui s'appelle L'homme qui tua Lucky Luke, qui est sorti il y a 10 ans, qui raconte comment Lucky Luke... Très réussi aussi, bravo. Merci, qui raconte comment Lucky Luke a arrêté de fumer. Il y a un trou dans la série principale, et un album, il fume, mais le suivant, il fume plus. Il a son brin de paille. Il a son brin de paille. Et moi, quand j'étais jeune, ça me posait une question. Donc voilà, et j'ai raconté cette interlude. Et puis, j'en ai fait un second qui s'appelle Wanted Lucky Luke, où je confronte la solitude du personnage à la proximité de 3 sœurs charmantes. Et puis, dans celui-là, je raconte 2 choses, c'est-à-dire de poser Lucky Luke face à un enfant et de questionner son rapport à la paternité. Un ado un peu rebelle. Un ado rebelle, un petit impertinent qui vient l'embêter. Et puis, en parallèle de ça, de faire porter à Lucky Luke une mission écologiste pour la sauvegarde de la forêt du nord des États-Unis. Oui, alors ça, on va évidemment en reparler, mais je reste quand même sur ce... Parce que Lucky Luke... Le créateur, c'est Maurice. Je crois que c'est les 80 ans cette année. Il y a quand même un petit poids sur les épaules. Est-ce que vous vous êtes donné un certain nombre de comment je peux dire ça, de passages obligés? C'est-à-dire que quand on dessine Lucky Luke ou quand on intègre Lucky Luke à un album, est-ce qu'il y a des obligatoires, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelques rendez-vous qui sont assez importants. Lucky Luke est un cow-boy. Je voulais que ce soit un cow-boy... comme il l'était un peu au début, très, très westernien, très hollywoodien, vraiment comme un espèce de Clint Eastwood de la bande dessinée. Donc là, il y a des rendez-vous qui sont la scène de duel, par exemple. Il faut qu'il y ait des coups de feu, il faut qu'il parte au grand galop avec son cheval, il faut qu'il y ait des méchants, et tout ça, ça va organiser un peu l'histoire. Après, j'aime bien fonctionner sur 2 plans et d'avoir à chaque fois une histoire type intrigue, et puis dans un second temps, un propos, quelque chose qui vient toucher au fond du personnage ou au fond de ma thématique, pour essayer de nourrir ce récit, et ça me donne aussi un fil rouge pour l'écriture. Mais c'est vrai que c'est un personnage avec lequel je m'amuse énormément, et il y a comme ça effectivement ces rendez-vous importants que j'ai envie de mettre en scène dans la série. La longue marche de Lucky Luke, donc effectivement l'action elle se situe dans les forêts du Minnesota, du Grand Nord. La nature est presque un personnage de cet album. Une nature plus verdoyante. Enfin, moi, dans mon imaginaire de fan de Lucky Luke, c'est plutôt le désert, c'est plutôt le Grand Canyon, c'est plutôt tout ça, quoi. Oui, tout à fait. En fait, j'aime beaucoup prendre en compte les conditions climatiques d'un univers quand je le mets en scène. Alors, le premier album que j'ai fait de Lucky Luke, ça se passait dans un univers montagnard avec des chercheurs d'or auprès de rivières, donc beaucoup de pluie. Le second, je me suis dit, j'ai fait un western sous la pluie, il faut quand même que je retourne aux fondamentaux. Et donc, dans le second, on est dans le cagnard, on a des couleurs très chaudes, on est dans la poussière du désert, tout ça. Et puis, pour faire ce troisième, je me suis dit, non, mais moi, je veux faire mon Lucky Luke dans la neige. Et qui dit Lucky Luke dans la neige m'a fait débloquer plein de rendez-vous, plein d'envies que j'avais, qui étaient de parler des trappeurs, de parler des peuples amérindiens, de parler de la forêt. Et du coup, toute mon histoire s'est mise en place déjà avec cette idée du climat, en fait, de cet environnement climatique. Ouais. Oui, parce qu'il se retrouve à défendre effectivement à la fois les peuples autochtones et ces forêts contre un personnage, Mr. Crump, là, c'est ça. Moi, j'ai lu Mr. Trump, quand même. Je pense que vous n'avez pas choisi le nom par hasard.
qui lui veut raser évidemment ses forêts pour faire du business. Il y a pas mal de lecteurs qui parlent d'éco-western. Est-ce que ça vous... Est-ce que ça colle? Oui, ça me parle tout à fait. Il y a eu dans les années 70, dans le grand cinéma, dans le nouveau, la nouvelle vague américaine, pas mal de westerns qui revisitaient un peu le genre en changeant de point de vue, en étant beaucoup du côté des Amérindiens. Et notamment, il y a ce grand film que j'aime beaucoup qui s'appelle Jeremiah Johnson de Sidney Pollack, que je cite d'ailleurs dans mon album, qui est vraiment un éco-western. On parle beaucoup de nature. Dans le western, il y a dans le roman, par exemple western, on parle de nature writing. Il y a vraiment quelque chose qui a à voir avec l'immensité, l'environnement, les décors sont fondamentaux dans le western. C'est ce qui nous fascine aussi beaucoup quand on les voit. Mais là, je trouvais, moi étant écologiste, de sensibilité écologiste, légèrement, voire de plus en plus éco-anxieux. J'avais besoin d'exprimer ces émotions qui me traversaient, sans pour autant faire un manifeste, parce que Lucky Luke, c'est pas vraiment le lieu pour ça. Sur le thème, sous une fiction comme ça, un peu légère, quand même, d'essayer d'exprimer ce que je ressentais et évidemment la parole des peuples amérindiens qui nous alertent sur la destruction de la nature. Lucky Luke qui est situé à la fin du 19e, au début de la révolution industrielle, l'époque où se met en place le vrai grand capitalisme américain, il m'a semblé que ça avait un écho fort avec notre époque. Et oui, 100% d'accord, avec effectivement ce rapport des peuples amérindiens à la nature, qui est central dans l'album et qui peut être aussi une forme de leçon pour nos sociétés. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils gardent en tête ce que nous, on a trop rapidement oublié. Ouais. Moi, je me rappelle, dans les années 90, je m'intéressais beaucoup aux textes, aux écrits des Amérindiens. Et dans les magasins, c'était dans les petits recueils comme ça, que je lisais avidement, mais qui étaient présentés comme de la poésie. Et donc, il y avait une forme déjà condescendante de montrer ces textes et ces paroles qui étaient juste des paroles simples, mais des paroles d'une évidence confondante, enfin vraiment simple mais évidente. Et c'est des règles de vie qu'on n'a pas suivies. Et pourtant, le fait d'entretenir son environnement, c'est de l'autopréservation, c'est d'accepter cette place dans la nature. C'est quelque chose qui, dans l'histoire, j'ai voulu insérer comme en disant, non, c'est pas de la poésie, c'est juste les règles de la vie et il n'y en a pas d'autre en fait. Le dollar ne peut pas supplanter la nature. Ouais. Et effectivement, il y a cette logique de surexploitation des ressources naturelles. On est dans des thématiques qu'on traite très souvent ici, de ressources limitées, voilà, et de limites qu'on est en train de dépasser. Quand même, parlons de ce personnage, là, Mr. Cramp, là, industriel, prêt à exploiter les ressources naturelles sans limite. Bon, c'est un Donald Trump version western, quoi. Oui. Ah oui. Oui. Ah oui, très, très, très simplement, oui, c'est le grand méchant, c'est le grand capitaliste. Ça fait du bien dans une BD, un grand méchant. Ouais, on adore ça. On en a besoin. Et puis, oui, souvent les héros se révèlent face au grand méchant. Mais c'est vrai que là, je l'ai présenté comme un homme tout-puissant, c'est-à-dire que même au début de l'album, on peut rien acheter ou boire qui soit pas estampillé de sa marque, comme une espèce à la fois c'est un destructeur de la nature, à la fois un gros industriel comme Coca-Cola qui dominerait tout partout. Et c'était une façon de montrer son emprise sur tout ce bout de territoire. Et c'est vrai que ce grand méchant, je l'ai présenté comme une ombre, on ne voit jamais son visage. C'est une présence dominatrice qui est là, qui rôde, qui est menaçante. Et quand finalement il apparaît toujours en silhouette, il est accompagné d'hommes de main qui sont pas des gangsters, mais qui ont un costume cravate et des fusils à pompe, pour montrer aussi un peu que il y a le grand capital et son armée de technocrates qui l'accompagnent. Ouais. Et sans en enlever la dangerosité, évidemment. Donc c'est vraiment une emblème, j'ai envie de dire, un symbole du capitalisme que j'ai voulu mettre en scène. Donc sa grande différence avec Trump, c'est que Trump, il est omniprésent, on voit son image tout le temps. Exactement. Alors je voudrais quand même, on n'est pas sur la thématique environnementale, mais c'est ce qui rend cet album aussi savoureux, c'est effectivement Trump face à un ado, quoi. C'est qui arrête pas de le challenger, de se moquer de lui. Ça c'est génial, vous avez pris un plaisir particulier à imaginer Lucky Luke
devoir avoir des réflexes de père, quoi, parce que... Oui, tout à fait. Là, c'est antinomique avec tout ce que j'ai lu des albums précédents, quoi. Oui, en fait, Lucky Luke, c'est un personnage qui est très flegmatique, qui a l'air toujours très sûr de lui, et qui est excellent, et qui est une espèce de super-héros. Quand il s'agit de dégainer son flingue et de tirer sur la cible, il est toujours le meilleur. Mais moi, j'aime bien me dire que au niveau des sentiments et des émotions, il est peut-être pas toujours super fort. Et d'avoir ce petit gamin qui est à côté de lui, qui vient lui dire ses 4 vérités, qui s'est appuyé exactement là où c'est fait mal, comme savent le faire tous les enfants, pour le faire sortir de ses gonds, ça oblige Lucky Luke à un moment se reposer la question de qui est l'adulte, parce qu'il est en train complètement de péter les plombs et de sortir de ses gonds. Donc il y a un moment où il doit se reprendre et reprendre un rôle d'accompagnateur, de référent adulte, donc paternel. Et j'ai bien aimé mettre ça en scène parce que moi, étant père, j'ai 2 enfants. Mon second ressemble beaucoup d'ailleurs à Nuage Rouge au passage, mais il a beaucoup de copains de classe. Donc on est souvent en train de voir et constater comment les autres parents font. Tout le monde fait des erreurs, mais c'est très amusant de s'amuser à mettre en scène le rôle éducatif des adultes. Ouais. Dernier mot, le prochain Lucky Luke, il sera marié avec des enfants? Vous allez peut-être pas pousser le bouchon jusque-là. Le premier que j'ai fait devait être le dernier, le deuxième que j'ai fait devait être le dernier, le troisième que je fais a l'air d'être le dernier. Bon. Je n'en sais rien pour la suite. Ok, on verra bien. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous recevoir, Mathieu Bonhomme, et je recommande vraiment la lecture de cette longue marche de Lucky Luke. C'est donc aux éditions Lucky Comics. Merci encore. Merci à vous. On passe à notre débat, la sécurité alimentaire en question.